Mon frère a couché avec ma femme. Mes parents ont pris son parti et m'ont exigé de soutenir leur nouvelle famille. Mais ce que j'ai fait ensuite les a laissés sans voix. Moi, Thomas, un homme de 34 ans, j'ai besoin de raconter ce qui se passe parce que, franchement, je suis en train de perdre la tête, et j'aurais bien besoin d'un avis extérieur. Toute cette pagaille a commencé il y a longtemps, donc je dois d'abord expliquer le contexte. J'ai grandi dans une maison assez ordinaire, en banlieue de Lyon. Mes parents n'étaient pas de mauvais parents, du moins pas au début. Ils avaient tous les deux des métiers corrects. On partait souvent en vacances en famille. On faisait des barbecues en été. Bref, des trucs de famille normale. Pendant 8 ans, j'ai été leur seul enfant. Et tout se passait plutôt bien. Puis mon frère Maxime est né. Je sais, ça peut paraître exagéré. Mais croyez-moi, j'ai passé assez de temps en thérapie pour comprendre que ce n'est pas juste une jalousie de grand frère. Le jour où Maxime est rentré à la maison, c'était comme si on avait éteint la lumière sur moi. Et ce n'est pas une manière dramatique de parler. Mes parents m'oubliaient littéralement la moitié du temps. Par exemple, en classe de 6e, j'ai passé 3 mois à construire un modèle du système solaire pour la foire scientifique. J'ai tout fabriqué à la main. J'ai même programmé un petit microcontrôleur Arduino pour faire bouger les planètes. Les juges ont été tellement impressionnés qu'ils m'ont donné un prix spécial pour les calculs. Mes parents ne sont pas venus. Maxime avait un simple entraînement de mini-baseball. Pas un match, juste un entraînement. Les murs du salon étaient couverts de diplômes de participation de Maxime, tandis que mon trophée de la foire scientifique est resté dans sa boîte sur la cheminée pendant une semaine, avant de disparaître à la cave. Ma mère a encore un collage de Maxime fait en maternelle, encadré dans la cuisine. Mais elle ne saurait pas dire où est mon baccalauréat. Mon père, lui, c'était encore pire. Une fois, j'avais une grande compétition de robotique. Mon équipe y avait travaillé pendant des mois. J'étais capitaine. Papa m'avait promis de venir. Mais le matin même, Maxime a décidé qu'il voulait essayer le baseball. Même pas un vrai match. Juste lancer une balle dans le jardin. Et mon père n'est jamais venu à ma compétition. Mais c'est l'histoire de la voiture qui a tout révélé. Quand Maxime a eu 16 ans, mes parents lui ont acheté une Honda Civic toute neuve. Leur raison ? Pour renforcer sa confiance. Moi, à 16 ans, j'ai dû cumuler 3 petits boulots pour économiser pour l'université, parce qu'ils voulaient m'apprendre la responsabilité. Je travaillais à la médiathèque le matin, je donnais des cours de maths l'après-midi, et je bossais le week-end dans un atelier de réparation informatique. Maxime a détruit sa voiture 3 mois après l'avoir eue. Et ils lui en ont racheté une autre. Le problème avec Maxime, c'est qu'il était ingérable. Du genre dont les autres parents parlent à voix basse. Il faisait d'énormes crises quand il n'avait pas ce qu'il voulait, même adolescent. Il cassait des objets, hurlait sur nos parents, séchait les cours. Et eux lui trouvaient toujours des excuses. Il est sensible. Il exprime ses émotions. Il traverse une phase. Moi, je devais être parfait. Si j'avais une note inférieure à 20 sur 20, ma mère disait peut-être que je m'éparpillais trop. Si je montrais un peu de frustration ou de colère, j'étais le problème. Je rendais Maxime mal à l'aise. Et pendant des années, j'ai cru que j'étais le problème. Je pensais que si j'étais un meilleur fils, ils me remarqueraient. J'ai passé des années à chercher leur attention. Mais rien ne marchait. Je n'ai compris l'ampleur du problème qu'en arrivant à la fac. En voyant comment les autres familles se comportaient. Les parents de mon colocataire l'appelaient juste pour prendre de ses nouvelles. Les familles de mes amis célébraient toutes leurs réussites. Le meilleur, c'était la distance. Je ne rentrais que pour les grandes fêtes. Et même là, je trouvais des excuses pour repartir plus tôt. Papa lançait ses remarques pour me culpabiliser. Maxime s'ennuie de son grand frère. Mais Maxime ne m'a jamais appelé. Sauf quand il avait besoin d'argent pour une de ses idées foireuses. En 3e année, je cartonnais sur le plan académique. J'avais déjà 3 articles publiés. Le directeur de département m'a recommandé pour un programme d'échange universitaire en Corée du Sud. 6 mois à l'Université nationale de Séoul, sur un projet d'intelligence artificielle de pointe. Mes parents ne se sont même pas aperçus que je quittais le pays. Ils étaient trop occupés par le dernier drame de Maxime. Il venait d'être viré de son 3e IUT pour absentéisme. Ces 6 mois à Séoul ont tout changé. Tant d'opportunités. Tant d'innovations. Et surtout, personne ne me connaissait comme le frère de Maxime ou le garçon discret. J'étais juste moi. Quand le programme s'est terminé, une start-up m'a proposé un CDI après l'obtention de mon diplôme.
Le salaire était fou. Il s'occupait de mon visa et de tout le reste. J'ai accepté sans hésiter. J'ai été diplômé major de promo. J'ai reçu des offres de grandes entreprises. Et malgré tout, mes parents ont manqué ma remise de diplôme. Maxime avait un entretien chez Micromania. Mais je crois que j'avais cessé de m'en soucier. Déménager à Séoul a été la meilleure décision de ma vie. En moins de 3 ans, je dirigeais des projets et je vivais enfin selon mes propres termes. Mes parents ne remarquaient presque rien. Les rares fois où ils appelaient, c'était toujours à propos du dernier drame de Maxime. Il s'était encore fait virer. Il avait emprunté de l'argent aux mauvaises personnes. Il avait mis une fille enceinte. Finalement, c'était un mensonge. La fille a dû demander une ordonnance d'éloignement parce qu'il refusait de la laisser tranquille. Puis j'ai rencontré Rachel. Je me souviens encore parfaitement du moment. J'étais dans un petit café à Honda, en train d'essayer, dans mon coréen approximatif, d'expliquer pourquoi ma carte bancaire ne passait pas. Elle est intervenue pour traduire. Elle m'a évité une humiliation totale. Il se trouve qu'elle enseignait l'anglais dans une école internationale du quartier. Rachel était différente de toutes les femmes que j'avais connues. Elle écoutait vraiment quand je parlais. Elle me posait des questions sur mon travail. Et elle comprenait mes réponses. Quand je lui expliquais un nouveau code sur lequel je travaillais, elle s'enthousiasmait avec moi, au lieu de décrocher. Et puis, elle avait sa propre vie. Ses propres objectifs. Elle ne cherchait pas quelqu'un pour résoudre ses problèmes. Elle cherchait un partenaire. On est sortis ensemble pendant 2 ans avant que je lui demande sa main. Le mariage était petit, mais parfait. Juste nos amis et sa famille. Mes parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir. Maxime avait besoin d'eux à la maison. Il avait eu des ennuis à cause d'une fraude à la carte bancaire ou quelque chose comme ça. Honnêtement, j'étais soulagé qu'il ne soit pas là. La vie était belle, vraiment. J'avais du succès au travail, j'étais heureux en couple, et on vivait dans une ville géniale. Rachel et moi, on voyageait à travers l'Asie les week-ends. On testait des plats étranges, on découvrait plein de choses ensemble. Je croyais avoir enfin échappé à tous les drames familiaux. Puis ma boîte a annoncé qu'elle allait ouvrir un nouveau bureau à Lyon. Il voulait que je le dirige. Salaire triplé, relocalisation prise en charge, tout le package. Rachel était ravie de partir en France. Elle disait que ce serait une aventure. Moi, je n'étais pas vraiment enthousiaste à l'idée de rentrer. Mais je me suis dit qu'avec le temps passé, les choses seraient peut-être différentes avec ma famille. Quand on a atterri à Lyon, ma mère m'a envoyé un message pour savoir si on était bien arrivé. Je me suis dit qu'elle s'intéressait peut-être enfin à ma vie. Pas du tout. Elle voulait juste m'annoncer que Maxime était revenu vivre à Lyon lui aussi. Apparemment, ses projets en Californie n'avaient pas marché. Par projet, elle voulait dire qu'il avait convaincu les parents riches d'une fille d'investir dans sa start-up tech. La start-up, c'était juste un site web mal conçu qui n'a jamais été lancé. Les parents de la fille ont menacé de porter plainte en découvrant qu'il avait dépensé leur argent en voitures de luxe et restaurants chics. Du Maxime tout craché. Rachel et moi, on s'est installés dans un chouette appartement à Villeurbanne. On a trouvé du travail, et tout commençait à bien se mettre en place. Puis Maxime a commencé à réapparaître partout. D'abord par quelques textos. Salut grand frère, j'ai entendu dire que tu étais de retour en ville. Puis des mails pour dire qu'il voulait reprendre contact. Qu'il avait mûri et changé. Il a même écrit un long message expliquant que la thérapie l'avait aidé à comprendre ses erreurs. Qu'il voulait enfin être un vrai frère. Je l'ai ignoré pendant 2 semaines. Puis il a découvert où je travaillais. Un jour, il s'est pointé à l'accueil en disant qu'on avait rendez-vous pour déjeuner. Heureusement, la sécurité a vérifié avec moi. Mais après ça, il a attendu devant l'immeuble pendant 3 heures. Mon équipe pouvait le voir depuis les fenêtres du bureau. Il restait là, immobile, comme une statue inquiétante. Rachel pensait que j'étais trop dur. Il essaie de se racheter, disait-elle. Tout le monde mérite une seconde chance. Elle ne savait pas pour les injonctions d'éloignement. Ou pour les histoires d'argent. Je ne lui avais pas dit, parce qu'honnêtement, j'avais honte. Qui voudrait avouer que son frère est, en gros, un escroc professionnel? Mais Maxime, lui, il était malin. Il avait toujours su manipuler les gens. Il a commencé à envoyer à Rachel de longs messages pleins d'émotions. Il disait qu'il regrettait de ne pas avoir été un meilleur frère. Qu'il était fier de ma réussite. Qu'il voulait juste faire partie de notre vie. Rachel me poussait à lui donner une chance. Il a l'air sincère, disait-elle. Les gens peuvent changer.
Moi, je n'y croyais pas. Mais elle était décidée à jouer les médiatrices. Et sans me prévenir, elle l'a invitée à dîner. Je suis rentré du travail, crevé, pour trouver Maxime assis dans mon salon. Comme s'il était chez lui. L'audace. J'ai eu un haut le cœur. Pendant un instant, j'ai cru que je devenais fou. Est-ce que je l'avais invité et oublié? Non. C'était Rachel. Je l'ai prise à part dans la cuisine. Je parlais doucement, mais fermement. Tu l'as invité sans me demander? Elle a soupiré, bras croisés. Je me suis dit que si vous parliez vraiment, tu verrais qu'il fait un effort. J'ai laissé passer. Je ne voulais pas créer de tension devant lui. Et une petite part de moi se disait, et s'il avait vraiment changé? Dans le salon, Maxime jouait son rôle comme un acteur de cinéma. Il avait apporté un cadeau cher, sûrement acheté avec l'argent de quelqu'un d'autre. Il posait toutes les bonnes questions sur mon travail. Faisait semblant de s'intéresser à notre vie en Corée. Il a même réussi à verser quelques larmes en s'excusant pour notre enfance. Il jouait le frère perdu qui voulait juste être pardonné. Après ce dîner, il a commencé à passer plus souvent. Toujours quand je n'étais pas là. Il tenait compagnie à Rachel. Il disait qu'elle s'habituait encore à Lyon. Qu'il savait ce que c'était de se sentir seul dans une nouvelle ville. Avec le recul, j'aurais dû comprendre ce qui se passait. Les signes étaient là, mais j'étais tellement concentré sur mon nouveau travail, l'installation du bureau, le recrutement de l'équipe, que je ne les ai pas vus. Au bout de 2 mois, j'ai dû retourner à Séoul pour une semaine. La boîte avait besoin de moi pour former mon remplaçant et transférer certains projets sensibles. Rachel insistait pour dire que tout irait bien. Maxime peut m'aider à finir de déballer, disait-elle. Il connaît la ville mieux que moi. Je ne voulais pas passer pour un homme contrôlant. Rachel est adulte, capable de prendre ses propres décisions. Et Maxime avait l'air si normal. Pourtant, quelque chose me dérangeait. J'ai demandé à nos voisins de garder un œil sur la maison. J'ai installé des caméras de sécurité. J'ai laissé à Rachel tous les numéros d'urgence. Ce week-end à Séoul a été intense. 14 heures par jour, des réunions sans fin, à peine le temps de dormir. Les messages de Rachel devenaient plus courts, moins spontanés. Elle disait que c'était à cause du décalage horaire, qu'elle était occupée à préparer sa classe pour la rentrée. Maxime m'envoyait aussi des nouvelles. Des photos d'eux dans des restos du coin, en mode je fais découvrir les meilleurs endroits à ma belle-sœur. Des clichés au musée, au parc, en train de faire du shopping. Mais ils n'étaient pas seuls. Mes parents étaient toujours avec eux. Ils souriaient comme si c'était une sortie familiale parfaite. Chaque message venait avec un long texte dégoulinant sur à quel point il me remerciait de lui avoir donné une seconde chance. Qu'il comprenait enfin ce que voulait dire le mot famille. Avec mes parents là, tout ça aurait dû me sembler normal. Mais je ne le sentais pas. Quand je suis enfin rentré de Séoul, on a organisé un dîner de famille. On était tous assis autour de la table. Moi, Rachel, mes parents. Un de ces rares repas où tout semblait normal. Et pour une fois, Maxime n'était pas le centre de l'attention. Puis Rachel a posé sa fourchette, pris une grande inspiration et dit « Je suis enceinte ». Mon cœur a failli exploser. On parlait depuis longtemps de fonder une famille. Et là, c'était réel. Mes parents ont poussé des cris de joie. Ma mère parlait déjà de prénom. Mon père m'a tapé dans le dos. Mais il n'avait pas l'air surpris. Il souriait, ce petit sourire étrange, avant de dire « Cette famille s'agrandit de la plus belle des façons ». Quelque chose dans sa voix m'a retourné l'estomac. Je ne savais pas pourquoi, pas encore. Mais avec le recul, c'était le début de la fin. Après l'annonce de la grossesse, le comportement de Maxime a pris une tournure étrange. Au début, je pensais qu'il était juste trop enthousiaste. Mais il s'est mis à débarquer chez nous sans prévenir. Tout le temps. Un jour sur 2, il était là. Comme s'il avait un droit implicite d'être impliqué. Je viens voir ma belle-sœur préférée, disait-il en souriant comme s'il était chez lui. Puis il a commencé à faire des remarques. Des petites phrases bizarres. Notre bébé va être super costaud déjà. Il disait ça avec une désinvolture mal placée. C'est fou comme je me sens connecté à tout ça. Ce n'était pas juste de l'enthousiasme. C'était possessif. Comme s'il se voyait dans un rôle qui dépassait celui d'un simple oncle. Je pensais qu'il faisait juste son numéro habituel. Mais des petits détails s'additionnaient. Des choses que je ne pouvais plus ignorer. J'en ai parlé à Rachel. Tu trouves pas que Maxime s'implique un peu trop? C'est bizarre, non?
J'attendais qu'elle approuve. Mais elle a juste soupiré, l'air agacé. Tu paranoïes. Maxime est juste content pour nous. Pour nous, ou pour toi. Elle a levé les yeux au ciel en me passant devant pour aller dans la cuisine. Tu penses toujours le pire des gens. Il essaie d'être meilleur. Et toi, tu cherches une excuse pour le repousser. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais j'ai laissé couler. Peut-être que je me faisais des films. Un soir, je suis rentré tard du boulot. Et j'ai remarqué que la porte d'entrée était mal fermée. J'étais pourtant certain de l'avoir verrouillée le matin. Je me suis dit que Rachel avait peut-être oublié après avoir sorti les poubelles. Mais ça m'a trotté dans la tête. Alors j'ai consulté le flux des caméras de sécurité. Et là, un message d'erreur. Problème avec le stockage. Plus rien n'était enregistré. Les vidéos de toute la semaine avaient disparu. Là, j'ai eu un choc. Je savais que tout était bien paramétré. Et surtout, j'avais activé une sauvegarde automatique vers le cloud. Ce que je n'avais dit à personne. Même pas à Rachel. J'ai commencé à remarquer d'autres détails. Rachel posait toujours son téléphone face contre la table. Elle raccrochait brusquement quand j'entrais dans la pièce. Et Maxime semblait savoir exactement ce qu'il y avait dans notre frigo, sans jamais demander. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir. J'étais allongé là, à repenser à tous ces trucs bizarres. Rachel dormait à côté de moi. Elle avait l'air si paisible. La grossesse la fatiguait beaucoup. Et c'est là que je me suis souvenu de la sauvegarde cloud des caméras. Je me suis levé, suis allé dans mon bureau, et j'ai ouvert le compte cloud. Des centaines de clips étaient sauvegardés. J'ai commencé par la semaine où j'étais à Séoul. Premier clip. Maxime arrive juste après mon départ à l'aéroport. Rien d'anormal. Rachel avait dit qu'il l'aidait à déballer. Deuxième clip. Maxime et Rachel très proches sur le canapé en train de regarder un film. Encore innocent, peut-être. Troisième clip. Maxime embrasse Rachel dans notre cuisine. Là, j'ai commencé à trembler. Le clip montrait tout. Maxime venait chaque jour pendant mon absence. Il se rapprochait de plus en plus. Rachel le laissait entrer tard le soir. J'avais l'impression qu'on m'arrachait l'air des poumons. Je regardais mon pire cauchemar se dérouler sous mes yeux. Chaque peur enfouie. Chaque doute que j'avais tenté d'ignorer. Ils étaient tous réels. Maxime ne franchissait pas les limites. Il les avait écrasés. Il était entré dans ma maison, dans mon couple, dans ma vie. Et Rachel, elle l'a laissé faire. Elle l'a accueilli comme si tout était normal. Le pire, ce n'était même pas la trahison en soi. C'était leur désinvolture. Comme si ce n'était pas la première fois. Ils traînaient ensemble dans la cuisine, cuisinaient, regardaient la télé sur notre canapé. Maxime apportait les courses comme s'il vivait là. Il y a un clip en particulier qui m'a glacé. Ils étaient dans la cuisine. Maxime était bien trop proche de Rachel. Elle riait à quelque chose qu'il venait de dire. Et il a tendu la main pour lui toucher le visage. Ce genre de geste qui dit tout sans parler. Rachel n'a pas reculé. Elle lui a souri, comme elle me souriait avant. J'ai regardé une semaine entière de vidéos en une nuit. Je les ai vus se rapprocher, jour après jour. Maxime s'installait chez nous pendant que j'étais à Séoul. Et Rachel, elle se comportait complètement différemment avec lui qu'avec moi. Les caméras ne filment pas dans les chambres. Je ne suis pas parano à ce point. Mais celle du couloir a capté suffisamment. Maxime entrant dans notre chambre avec Rachel, et ressortant des heures plus tard. J'ai tout sauvegardé sur un disque sécurisé. Fait des copies. Tout mis en backup. L'homme en colère en moi savait que j'avais besoin de preuves. Le mari, lui, avait juste envie de vomir. Je me disais peut-être que je me trompais. Peut-être qu'il y avait une explication. Mais au fond, je savais. Mon frère. Ma femme. Dans ma maison. Dans mon lit. Pendant que je bossais comme un dingue pour nous offrir une vie meilleure. Le lendemain matin, après avoir regardé tous ces enregistrements, j'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade. De toute façon, je n'avais pas dormi. Je suis resté assis dans mon bureau, à fixer le mur, jusqu'à ce que Rachel se réveille. Elle est entrée toute joyeuse, parlant de vitamines prénatales et de rendez-vous médicaux, comme si tout était normal. Comme si elle n'avait pas passé la semaine à laisser mon frère s'installer chez nous. Je n'ai pas crié. J'ai juste ouvert mon ordinateur portable. J'ai lancé une des vidéos.
Celle où Maxime a ses mains partout sur elle dans la cuisine. Le visage de Rachel est devenu blanc. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'elle pouvait expliquer, que ce n'était pas ce que je croyais. Puis elle a sorti le classique discours des infidèles. On ne voulait pas que ça arrive. C'est juste, arrivé. Maxime me comprend. Comme si ça changeait quoi que ce soit. J'ai laissé échapper un rire sec, amer. Maxime te comprend? Maxime? Celui qui n'a jamais gardé un boulot plus de 6 mois? Celui qui escroque les gens pour vivre? C'est lui qui te comprend? Sa lèvre tremblait, mais elle n'a pas nié. J'ai secoué la tête. Ma voix était tendue de colère. Je t'ai tout donné, Rachel. J'ai construit une vie pour nous deux. J'ai travaillé comme un fou pour qu'on ait un avenir. Pour que notre enfant ait un avenir. Tu n'as jamais eu à te soucier du loyer, de la nourriture, de rien. J'ai soutenu ta carrière. J'ai traversé la moitié du monde avec toi. Je t'ai fait confiance. Et tu balances tout ça pour lui? Elle avait les larmes aux yeux, mais je n'en avais pas fini. J'ai envoyé un message à Maxime. Pas d'explication. Pas d'avertissement. Juste, il faut qu'on parle. Maintenant. Il est arrivé comme toujours. Avec son sourire suffisant. Sûrement persuadé que Rachel ne m'avait encore rien dit. Que j'étais toujours dans le noir. Toujours en train de jouer au mari aveugle. Ce sourire a disparu dès qu'il est entré. Dès qu'il a vu l'ordinateur ouvert, la vidéo en train de tourner. Chaque mensonge exposé image par image. Ses yeux ont glissé vers l'écran. Puis vers moi. Tout son corps s'est tendu. Mais Maxime, fidèle à lui-même, a essayé tout de suite de retourner la situation. Frérot, faut que tu comprennes. Depuis quand? Ai-je coupé, la voix tranchante. Depuis combien de temps ça dure? Rachel pleurait déjà. Je l'ai ignoré. Je n'en avais pas fini avec Maxime. Il cherchait une échappatoire. Un moyen de s'en tirer. C'est juste, c'est arrivé, mec. On n'a pas planifié ça. C'était pas comme ça. Rachel a fini par parler. D'une voix faible, tremblante. S'il te plaît. Tu dois comprendre. On ne voulait pas te faire de mal. J'ai lâché un rire sec. Tu as laissé mon frère entrer chez nous. Dans notre lit. Tu l'as laissé jouer à être moi pendant que j'étais à l'étranger. Et tu veux me faire croire que ce n'était pas intentionnel? La voix de Maxime a baissé. Son visage s'est tordu en quelque chose de presque défensif. Écoute frérot, t'es toujours au travail. Toujours concentré sur ta carrière. Rachel se sentait seule. Elle avait besoin de quelqu'un pour elle. Et là, il a eu le culot de dire, peut-être que si t'avais été un meilleur mari, ça ne serait pas arrivé. J'ai senti tout mon corps se figer. J'ai dû lutter pour ne pas l'envoyer valser contre le mur. C'est ça que tu te dis le soir, pour dormir? Que c'est ma faute? Que t'avais pas le choix, sauf te comporter comme un foutu parasite? Rachel sanglotait encore plus fort. S'il te plaît. On doit penser au bébé. J'ai tourné la tête si brusquement qu'elle a sursauté. De quel bébé on parle? Son visage s'est décomposé. Comme si elle n'avait même pas envisagé que je pose la question. C'est le tien, dit-elle en s'étranglant. Je te le jure. Tu me le jures? Je lui ai lancé un regard si froid qu'il aurait pu glacer toute la pièce. Comme quand tu jurais que j'étais le seul. Comme quand tu jurais que Maxime était juste de la famille. Elle n'a rien répondu. Parce qu'elle ne pouvait pas. Maxime, désespéré, a lancé, « Allez mec, on est une famille, on peut arranger ça. » C'en était trop. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. J'ai fait un pas vers lui. Puis un autre. Jusqu'à me retrouver nez à nez avec lui. Laisse-moi te dire quelque chose de très clair Maxime. Tu n'es pas ma famille. Tu n'es pas mon frère. Tu n'es rien pour moi. Il a voulu parler, mais j'ai continué. Tu as franchi une limite dont on ne revient pas. Et si cet enfant n'est pas le mien, je me suis penché vers lui, alors tu ferais mieux de courir. De rassembler ton arnaque minable et de dégager de ma ville. Parce que si je te revois. Si tu respires près de moi ou de cette maison. Je te jure que tu le regretteras pour le reste de ta misérable vie. Maxime s'est figé. Pour la première fois de sa vie, il avait vraiment peur. Rachel a gémi. S'il te plaît, essayons de. Je l'ai coupé net. Tous les deux, dehors.
Rachel a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a pris mes mains. Comme si j'étais sa dernière bouée de sauvetage. S'il te plaît. On peut réparer ça. On était perdus tous les deux. J'ai arraché mes mains si vite qu'elle a failli tomber en avant. Moi, je n'étais pas perdu, Rachel. Toi, tu l'étais. Et tu as laissé mon frère te guider droit en enfer. C'était une erreur, a-t-elle murmuré. Une erreur horrible. Ah oui. Sans blague. Elle a pris une grande inspiration. Et puis, comme par magie, elle a retourné la situation. Tu vas vraiment punir notre enfant pour ça? Sa voix s'est brisée juste au bon moment. Comme si elle avait répété. Tu vas vraiment être ce genre de père? Celui qui laisse son amertume détruire sa famille. N'essaie même pas. Il a besoin d'un parent qui n'est ni menteur ni infidèle. Ils ont continué à parler. Mais je n'avais plus l'énergie pour me battre. Je n'arrêtais pas de leur dire de sortir. Et dès qu'ils sont partis, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mes parents. En pensant que, cette fois, ils verraient enfin qui était vraiment Maxime. J'aurais dû savoir. Les premiers mots de ma mère? Mon chéri, tu as sûrement fait quelque chose qui a éloigné Rachel. J'ai eu l'impression de me prendre un coup de poing. Et elle a continué. Parce qu'apparemment, ce n'était pas assez. Maxime a besoin d'une femme bien dans sa vie. Et Rachel le rend clairement heureux. Pendant un instant, j'ai cru que je devenais fou. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mon cœur. Tu as toujours été si concentré sur ton travail. Peut-être que c'était un signe. Rachel avait peut-être besoin de plus. J'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai cru avoir mal entendu. Je me suis dit que peut-être, il restait une once de bon sens dans cette famille. Mais non. Ils étaient vraiment en train de le défendre. Mon père, encore pire. Il disait que Maxime avait enfin trouvé sa voie. Que je devrais être l'homme raisonnable. Et les aider financièrement. Jusqu'à ce que Maxime soit lancé. Comme si je devais financer les gens qui m'ont trahi. Et ce n'est pas tout. Ils ont commencé à dire à la famille que j'étais abusif émotionnellement. Et contrôlant. Juste parce que j'avais des caméras de sécurité chez moi. Que c'était ma froideur qui avait poussé Rachel à partir. Que Maxime était juste un frère aimant. Que tout s'était compliqué. C'est là que j'ai su que c'était fini. Fini avec Maxime. Fini avec mes parents. Fini avec tout ça. J'ai appelé un avocat dans l'après-midi. Un bon. Spécialisé dans les affaires d'infidélité prouvées. Je lui ai dit que j'avais tout documenté. Chaque visite. Chaque mensonge. Chaque trahison. Et j'ai demandé le divorce. Mais mes parents n'avaient pas fini. Une semaine après ma demande, ils m'ont attaqué en justice. Pour exiger un soutien financier à la fois pour Maxime et Rachel. Leur argument? Que j'avais une obligation familiale. Soutenir mon frère et ma femme enceinte pendant cette période difficile. Ils voulaient que je paie le loyer de Maxime. Les dépenses de Rachel. Et même le financement du nouveau projet d'entreprise de Maxime. L'audace était hallucinante. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je préparais ma riposte depuis des semaines. Pendant qu'ils essayaient de me faire passer pour le méchant, je construisais un dossier en béton. Non seulement contre Rachel pour le divorce. Mais aussi contre Maxime. Pour ses années de fraude et de manipulation. Avec l'aide de mon avocat, on a contacté toutes les personnes que Maxime avait escroquées ces 5 dernières années. On a retrouvé ses victimes via les réseaux sociaux, des forums, des archives judiciaires. Mon avocat les a aidés à déposer une plainte collective contre lui. Avec des preuves documentées de ses combines. Le procès civil lui est tombé dessus comme un train lancé à pleine vitesse. Juste au moment où il essayait de convaincre Rachel qu'ils avaient un avenir ensemble. Puis on a fouillé encore plus loin dans leur histoire. Et on a découvert que Rachel ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait aidé Maxime à accéder à nos comptes joints. Mon avocat a retrouvé des virements, des achats suspects, des retraits en liquide qui coïncidaient avec les visites de Maxime. On a tout gelé immédiatement. Et signalé les activités douteuses au service antifraude de la banque. Pendant ce temps, mes parents continuaient leur procès. Ils exigeaient que je paie 5 000 € par mois pour les besoins de base de Maxime. Et 3 000 pour les dépenses de Rachel. Ils ont même eu le culot de demander 50 000 € pour la nouvelle start-up de Maxime. Tout ça, alors qu'on ne savait même pas si le bébé était le mien. La date de l'audience pour leur demande financière est tombée exactement comme je le voulais. Mes parents étaient là,
assis avec cet air satisfait, sûrs de leur bon droit. Et c'est là que mon avocat a lancé notre contre-attaque. Nous avons présenté des preuves des arnaques récurrentes de Maxime. Nous avons montré comment mes parents l'avaient couvert et même aidé pendant des années. Nous avons dévoilé des relevés bancaires prouvant qu'ils avaient aidé à cacher de l'argent à d'anciens plaignants. Le juge a immédiatement ordonné une enquête sur leur rôle potentiel dans les activités frauduleuses de Maxime. En quelques secondes, leurs visages sont passés de suffisants à terroriser. Ils venaient de tomber dans notre piège. Rachel n'a pas été épargnée non plus. Les preuves de sa complicité dans les affaires de Maxime ont ruiné toute sa crédibilité. Quand le rectorat a appris qu'elle aidait Maxime à viser des parents d'élèves fortunés avec ses arnaques à l'investissement, une enquête déontologique a été ouverte. Sa carrière d'enseignante s'est effondrée du jour au lendemain. Le château de cartes de Maxime s'est écroulé de manière spectaculaire. L'enquête a fait sortir de l'ombre plusieurs anciennes victimes. Ses escroqueries en cours ont été mises à jour. Sa réputation a été détruite. Plus personne ne lui ferait confiance. Même pas pour €1. Il a tenté de fuir en Floride, mais ses comptes étaient gelés, son crédit ruiné, et il n'avait plus nulle part où aller. Et chaque fois que mes parents ou l'avocat de Rachel essayaient de me faire passer pour un homme contrôlant ou abusif à cause des caméras de sécurité, cela se retournait contre eux. Les preuves montraient que je les avais installés pour des raisons de sécurité pendant mes déplacements, pas pour espionner. Leur tentative de renverser la situation les faisait juste paraître désespérés et malhonnêtes. Mais je n'en avais pas fini. Il me fallait une réponse sur le bébé. Lors de l'audience pour le test de paternité, Maxime faisait face à plusieurs enquêtes. Rachel était au chômage, avec des accusations potentielles de complicité financière. Et mes parents se noyaient dans les frais juridiques de leur plainte ratée. Leur monde parfait s'était écroulé. Et moi, je n'avais même pas eu besoin de me salir les mains. J'avais juste laissé la loi faire son travail. En attendant les résultats du test, j'ai compris que je ne ressentais plus rien face à leur chute. J'étais concentré sur l'avenir. Le mien. Et peut-être celui de mon enfant. Si ce bébé était de moi, j'étais prêt à me battre pour la garde exclusive. Et grâce à notre documentation minutieuse, j'étais dans une position idéale pour gagner. Attache ta ceinture, parce que ça devient encore plus fou. Tu te souviens quand j'ai dit que le test était en attente? Eh bien, les résultats sont arrivés. Je suis bien le père. Quand Sarah, mon avocate, m'a appelé pour me le dire, j'ai dû m'asseoir. C'est comme si la vie avait un sens de l'humour tordu. Le seul truc qui pouvait rendre ce chaos encore plus compliqué, c'est produit. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est le lendemain. Rachel s'est pointée chez moi. Elle exigeait que j'abandonne toutes les procédures judiciaires. Parce que la famille doit rester unie, selon elle. L'audace de cette femme. Elle est même venue avec Maxime. Et ils ont tenté de me vendre un délire de coparentalité moderne. En réalité, ils étaient totalement fauchés depuis que leur compte avait été gelé. Et ils espéraient s'installer chez moi. Oui, tu as bien lu. Le meilleur? Ils ont enregistré toute la conversation, pensant pouvoir l'utiliser contre moi. Sauf qu'ils ont oublié un tout petit détail. Mon système de sécurité enregistre aussi le son. Résultat? J'ai une vidéo parfaitement claire d'eux essayant de me faire chanter et admettant d'autres combines qu'ils ont montées ensemble. Sarah a dit que c'était comme un Noël en avance pour notre dossier. Karma n'a pas tardé. Maxime a tenté une nouvelle arnaque à l'investissement en Floride. Sauf que l'un des investisseurs était en fait un agent infiltré du FBI. Mes parents ont dû vendre leur maison de vacances pour payer sa caution. Et il continue à dire qu'il est juste incompris. Qu'on devrait l'aider à se remettre sur pied. La vie de Rachel, elle aussi, est en train d'exploser. Tu te souviens de l'enquête du rectorat? Ils ont trouvé des preuves qu'elle utilisait son poste d'enseignante pour collecter des infos financières sur les parents d'élèves au profit de Maxime. Elle fait maintenant l'objet d'une enquête du ministère de l'Éducation. Plusieurs parents ont aussi porté plainte au civil. Et la cerise sur le gâteau? Mes parents ont tenté d'organiser une intervention familiale à leur église. Ils ont raconté à tout le monde que j'étais mentalement instable et que j'avais besoin d'aide. Ils ont invité toute la famille de Rachel et même des anciens de la paroisse. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Sarah avait déjà informé la direction de l'église des victimes âgées de Maxime. Beaucoup faisaient partie de cette communauté. Résultat? L'intervention a explosé en plein vol. Et aujourd'hui, mes parents sont devenus des parias dans leur propre cercle religieux. Il y a des moments dans la vie où la douleur devient silence. Où les cris cessent, les justifications tombent, et il ne reste que la vérité nue.
Ce que j'ai vécu m'a brisé, puis reconstruit. J'ai perdu une famille, mais j'ai retrouvé quelque chose de plus précieux encore, ma dignité, ma clarté, ma paix. Ce n'est pas une victoire pleine de triomphe. C'est une renaissance silencieuse. Aujourd'hui, je ne regarde plus derrière moi avec rancune. Je regarde devant, avec lucidité. Ce que j'ai traversé ne me définit pas. Mais ce que j'ai choisi de faire avec, oui. Et si cet enfant est vraiment le mien, alors il connaîtra une vérité simple, on ne choisit pas les gens qui nous trahissent, mais on choisit ceux que l'on décide d'aimer malgré tout. Et parfois, aimer, c'est aussi avoir le courage de reconstruire, seul, sur des ruines honnêtes. C'est ça, ma dernière réponse à tout ce chaos. Pas la vengeance. Mais l'intégrité.